Les 17 minutes sont des épisodes spéciaux réservés aux membres de ma page Patreon. Sur ma page Patreon, vous trouverez plusieurs centaines de publications inédites. Les épisodes retour, les capsules concept, les cours en visio, sans parler de mes articles et des apéros philo. Rejoignez-moi sur Patreon pour y accéder, le lien est dans la description. Peut-on se fier aux apparences ? On ne juge pas un livre à sa couverture, dit l'adage populaire. La réalité, c'est que c'est faux. Nous jugeons évidemment un livre à sa couverture. Sinon quoi, les maisons d'édition n'emploieraient pas des designers. Entre un livre avec une couverture moche ou insipide et le même livre avec une couverture attrayante ou élégante, celui qui a le plus de chances de faire des ventes, c'est le beau livre. Et on peut décliner cet exemple à tout ce que vous voulez. Un bel emballage l'emportera toujours sur un emballage disgracieux. Pourquoi ? Parce que notre cerveau associe les informations. C'est purement psychologique. Depuis la nuit des temps, nous avons appris à reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, et reconnaître, c'est poser une signification sur une apparence. Quelqu'un qui a l'air hostile ou agressif, c'est quelqu'un dont vous allez déduire le tempérament à partir de signes extérieurs. Les sourcils froncés, la mâchoire serrée. Et c'est sur la base de ces signes que vous allez régler votre comportement. En évitant les personnes qui ont l'air inamicales. En allant vers les personnes qui ont l'air bienveillantes. Ce sont bel et bien des apparences, avoir l'air, mais ce sont des apparences signifiantes. Rien n'est plus faux, pour ne pas dire hypocrite, que de prétendre que les apparences n'ont aucune influence sur nos jugements. Parce que, pour le cerveau humain, le paraître est le reflet de l'être. L'apparence est le reflet de l'essence. Que ce soit bien ou mal, que ce soit juste ou injuste, là n'est pas la question. C'est un pur mécanisme associatif. Un réflexe. La peur repose sur les apparences. La sympathie repose sur les apparences. Nos jugements quotidiens reposent sur les apparences. En français, il y a des tas d'expressions qui nous avertissent de ne pas nous fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine. La barbe ne fait pas le philosophe. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La question, c'est de savoir en quoi une apparence est révélatrice. En quoi une apparence est porteuse ou pas d'une information sur l'être. Prenons un exemple. Vous rendez visite à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et en arrivant chez lui, vous le trouvez en pyjama, pas lavé, pas coiffé. Chez lui, c'est le bazar. Du linge sale qui traîne, une pile de vaisselle sale dans l'évier. Ce sont des apparences. Des apparences de laisser aller. Peut-être que votre ami a simplement fait la fête jusqu'à 6 heures du matin et que vous le surprenez au saut du lit. Dans ce cas-là, ce que vous voyez n'est qu'une apparence, au sens où ce n'est pas révélateur d'une situation ordinaire. Mais, à l'inverse, peut-être que sous cette apparence, il y a une réalité quotidienne. Peut-être que c'est sa configuration de vie ordinaire. Dans ce cas-là, ce n'est plus simplement une apparence. C'est un symptôme. Un symptôme de déprime, de problème personnel, d'épuisement moral. Si une apparence n'était qu'une apparence, la notion même de symptôme n'aurait aucune pertinence. Le médecin vous ausculterait et il dirait « Oui, vous avez la gorge aussi gonflée qu'une montgolfière, mais pas de panique, ce n'est qu'une apparence. Les pupilles dilatées, une apparence. La peau jaune, une apparence. » Évidemment que c'est absurde. Précisément parce que les apparences sont un vecteur d'expression de la réalité. Quand on dit qu'une apparence est un signe, c'est parce que le signe est ce qui signifie. Il est porteur de sens. L'apparence, c'est ce qui est exprimé par l'être. Exprimé, poussé à l'extérieur. C'est donc une information sur l'être. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant reconnaître qu'il y a effectivement des cas
où les apparences ne sont pas l'expression de la réalité, mais au contraire, une déformation de la réalité. Des cas où les apparences sont trompeuses. C'est d'ailleurs l'un des fondements de la philosophie de Descartes, l'idée que nos perceptions nous induisent en erreur. Vous plongez un bâton dans l'eau, vous le percevez coupé à la surface, étrange. Vous le sortez de l'eau, et vous constatez qu'il est toujours aussi droit. C'était une illusion. La perception, nous dit Descartes, implique toujours le risque de l'illusion et donc de l'erreur. Et c'est pour cette raison que Descartes considérait qu'il ne fallait pas établir notre connaissance sur nos perceptions, mais sur notre raison, sur la déduction logique. Car en logique, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a que du vrai et du faux. Un siècle après Descartes, David Hume nous dira que nous sommes obligés de nous fier à nos perceptions, que nous n'avons pas le choix, parce que nos perceptions sont notre seule et unique voie d'accès à la réalité. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, l'idée que toutes nos connaissances proviennent de notre expérience, c'est-à-dire de nos impressions sensibles. Mais dire cela, ce n'est pas dire qu'il faut avoir une totale confiance dans les apparences. C'est simplement dire que, par définition, la réalité se confond avec notre perception de la réalité. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de notre perception. C'est une idée qui sera reprise par Kant dans sa critique de la raison pure. Nous n'avons accès qu'à des phénomènes, c'est-à-dire à des représentations de la réalité. Ce que nous appelons la réalité n'est rien d'autre que la réalité vue par le prisme de notre esprit. Les choses en soi, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière nos représentations, les choses en soi nous échappent. Hume ne parle pas de choses en soi. Pour lui, cette idée de choses en soi n'a pas vraiment lieu d'être. Mais là où il a influencé Kant, c'est sur l'idée que notre connaissance de la réalité est dépendante de nos perceptions. Mais par contre, ce que dit Hume, et c'est en cela qu'il s'oppose à Descartes, c'est qu'il y a une grande différence entre une perception qui n'exprime que l'apparence de la réalité et une perception qui correspond à la réalité. Autrement dit, perception n'est pas forcément synonyme d'apparence. Par exemple, si on se fie aux apparences, on va penser que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bah oui, puisqu'on le voit faire le tour au-dessus de nos têtes. C'est une apparence. Mais la réalité, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et qui, parce que nous avons l'impression d'être immobile, induit comme impression que c'est forcément le Soleil qui tourne. Comme quand vous êtes dans un train, vous savez, que vous voyez par la fenêtre le train d'à côté qui avance, et que, l'espace de quelques secondes, vous ne savez plus si c'est votre train qui roule ou celui d'à côté. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le savoir ? Vous allez regarder par l'autre fenêtre, celle qui se situe de l'autre côté de votre train. Et là, vous allez voir le quai de la gare, immobile. C'est à ce moment-là que vous comprenez que c'est l'autre train qui roule. Autrement dit, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est la perception qui corrige la perception. C'est l'observation sous un autre angle qui permet de rectifier l'observation sous le premier angle. C'est l'invitation de Robin Williams à ses élèves, dans le cercle des poètes disparus, à monter sur leur bureau pour voir les choses sous un autre angle. Car c'est la multiplication des angles, c'est la multiplication des points de vue, qui permet d'embrasser la totalité du réel. Eh bien, de la même façon, on sait que la Terre tourne autour du Soleil parce que nous ne sommes pas prisonniers de notre point de vue d'observateur terrestre. Parce qu'on a mis au point des instruments qui nous ont permis de mesurer le mouvement des planètes et des étoiles, autrement dit qui nous ont permis de dépasser notre perception immédiate. L'apparence, c'est le résultat de l'observation immédiate. La réalité, c'est le résultat de l'observation médiatisée. Alors oui, on n'a pas attendu d'envoyer des sondes dans l'espace pour savoir que la Terre tournait autour du Soleil. Copernic, Galilée, Kepler, Newton avaient déjà fait le travail. Par les mathématiques. Mais par des mathématiques couplées à l'observation. On ne fait pas des calculs à partir de rien. On fait des calculs à partir de ce qu'on observe. Et quand l'observation est transsubjective, c'est-à-dire quand elle est vérifiée au-delà de notre seul point de vue subjectif, le résultat de notre observation n'est plus une apparence. Il devient la réalité.
Ça fonctionne pour le train, ça fonctionne pour le soleil, ça fonctionne pour l'être humain. Un autre dicton nous dit « On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression ». Ce qui paraît logique. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ressent du stress quand on va à un entretien d'embauche ou à un rendez-vous galant. Le désir de faire une bonne impression. Parce que tout le reste en découle. En psychologie, on appelle ça l'effet de halo. Ce que la personne dégage la première fois qu'on la voit va déterminer la manière dont on va la percevoir ensuite. En clair, ça va lui coller à la peau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'impression. L'impression, c'est ce qui s'imprime. Ce qui s'imprime dans notre esprit. Donc si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que cette personne vous semble antipathique, vous allez avoir beaucoup de mal à vous défaire de cette impression. Vous allez devoir apprendre à la connaître, comme on dit. Sous-entendu, plus vous la connaîtrez, plus vous allez réviser votre jugement initial. Autrement dit, c'est par de nouvelles impressions que l'impression première va être modifiée, recouverte par de nouvelles impressions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu. Tu n'aimes pas cette personne, c'est parce que tu ne la connais pas encore. Quand tu la connaîtras, quand tu auras accumulé de nouvelles impressions sur elle, tu l'apprécieras. Les apparences, c'est ce qui demande à être surmonté. On disait tout à l'heure que Descartes nous mettait en garde contre nos perceptions, car nos perceptions sont trompeuses. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas que nos perceptions soient trompeuses, c'est que le jugement issu de nos perceptions est trompeur. Et c'est très important de faire cette précision. Parce que bien souvent, quand on dit qu'on juge sur les apparences, ce n'est pas vraiment qu'on juge sur les apparences. C'est qu'on juge sur la signification qu'on donne aux apparences. Et c'est pas la même chose. Juger sur les apparences, c'est dire par exemple, cette personne est musclée, elle doit être sportive. Elle doit s'entraîner durement. Ça, c'est juger sur les apparences. Et c'est un jugement qui, somme toute, paraît légitime. Parce que oui, être musclé, ça implique d'avoir une activité physique. Alors que juger sur la signification qu'on donne aux apparences, c'est dire par exemple, cette personne est musclée, c'est qu'elle doit être superficielle. C'est qu'elle doit passer son temps à la salle de sport au lieu de lire des livres. C'est qu'elle doit considérer que le corps est plus important que l'esprit. Voyez ? Là, on ne juge plus sur les apparences. On juge sur la signification qu'on accole à une apparence. On prête aux apparences une signification qui n'est pas inscrite dans les apparences, mais dans l'interprétation qu'on donne à ces apparences. Et bien souvent, ces interprétations en disent plus long sur nous que sur la personne qu'on juge. Croire que parce qu'une femme a les seins refaits, ou qu'elle met en avant ses atouts physiques, ça signifie qu'elle est superficielle. Autrement dit, croire que parce qu'on tient compte des apparences, cela voudrait dire qu'on ne tient compte que des apparences, c'est faire un raccourci intellectuel qui, pour le coup, relève de la superficialité. Juger une personne comme superficielle en fondant son jugement sur des critères superficiels, c'est un comble. Dans la pièce d'Eugène Ionesco, Rhinocéros, nous avons 2 personnages, Jean et Béranger, qui sont, en apparence, totalement opposés l'un à l'autre. Jean est bien habillé, bien coiffé, il dégage beaucoup d'assurance, il a des idées bien arrêtées sur les choses, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. En apparence, Jean est stable. À l'inverse, Béranger est négligé. Son costume est sale. Ses mots sont hésitants. Il se fait sermonner par Jean qui lui reproche son manque de tenue. En apparence, Béranger est instable. La ville où habitent Jean et Béranger est touchée par un drôle de fléau, la rhinocérite. Petit à petit, les habitants se transforment en rhinocéros. On est dans le théâtre de l'absurde, mais derrière cette maladie absurde, ce qui est dénoncé par Ionesco, c'est la montée du totalitarisme, et le fait que la population
consentent finalement à se transformer en rhinocéros, comme on finit par consentir aux idées totalitaires, sans lutter contre. Mais Jean est formel, jamais il ne deviendra un rhinocéros. Béranger est beaucoup moins catégorique, beaucoup moins assertif. En apparence, celui qui a le plus de chances de succomber à la rhinocérite, c'est Béranger. Béranger l'indécis. Béranger le mollasson. Béranger le faible. Au bout du compte, c'est Jean qui succombe. Il retourne sa veste. Et c'est Béranger qui résiste. Jusqu'au bout. La leçon de Rhinocéros, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et c'est surtout qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière les apparences, tant que ce qui est derrière les apparences ne s'est pas dévoilé. Et parfois, nous ne savons pas ce qui se tient en deçà de nous-mêmes, derrière nos croyances sur nous-mêmes, derrière nos habitudes, derrière l'image qu'on s'est forgée de soi-même. On ne se connaît au-delà des apparences que quand on s'aperçoit que ce qu'on croyait constituer notre être n'était en réalité que notre paraître. Un paraître avec lequel nous avons fini par nous confondre, auquel nous avons fini par nous identifier, nous faisons oublier que notre être véritable ne se révèle que lorsque nous n'avons plus besoin d'être en représentation.